Le plus dangereux, c'est de manger du sucre au petit déjeuner, sur un estomac vide. Ça partait vraiment d'une bonne intention, mais je me suis littéralement empoisonné avec mon alimentation. Là, j'ai une bouteille de jus d'orange, ça c'est gros ennemi absolu. Ennemi number one. Et oui, ce sont des phrases qu'on entend malheureusement quasi chaque jour dans certains médias ou les réseaux sociaux lorsqu'on n'a pas mis les comptes en sourdine. Alors penser ou dire du mal des aliments, ça ne date pas d'hier matin et de la diet culture du XXe siècle. Les perceptions et les croyances autour de la nourriture ont toujours été influencées par une multitude de facteurs, incluant les pratiques culturelles, religieuses, les connaissances nutritionnelles de l'époque et les statuts sociaux. Dans l'Antiquité, les régimes alimentaires étaient souvent influencés par les croyances religieuses et philosophiques. Par exemple, dans la Grèce antique, le régime alimentaire était considéré non seulement sous l'aspect de la santé physique, mais aussi comme un moyen de purifier l'esprit et le corps. Des philosophes comme Pythagore promouvaient un régime végétarien pour des raisons morales et spirituelles, établissant une distinction entre les aliments purs et les aliments impurs. Je mets bien sûr des guillemets entre pur et impur. Autre exemple, bien plus tard dans le pays qui n'était peut-être pas encore la France, le pain. Le pain était l'aliment de base pour la majorité de la population, mais tous les pains n'étaient pas égaux. Le pain blanc, fait de farine finement moulue, était un luxe réservé à la haute société, tandis que le pain plus foncé, fait de farine de seigle et d'autres céréales, était consommé par les classes populaires. Cette distinction entre les différents types de pain reflétait les inégalités sociales et économiques. Aujourd'hui, le pain blanc est davantage mis à l'amende puisqu'il est moins riche en fibres et que non mélangé à d'autres aliments, il ferait davantage augmenter la glycémie que d'autres pains. Bref, moi je ne suis pas historien de l'alimentation, mais c'était simplement pour vous rappeler en guise d'introduction que les croyances et les jugements envers les aliments ne datent pas d'hier et recouvrent un large spectre des aspects donc de la sécurité alimentaire, à ce qui est bon pour la santé, aux distinctions socio-économiques comme par exemple au Moyen-Âge les aliments qui poussaient près du sol tels que les racines, carottes, navets, etc. et les autres légumes cultivés dans la terre, eh bien, ils étaient souvent associés aux classes populaires, principalement les paysans. Ces aliments étaient accessibles, constituaient la base de l'alimentation quotidienne des classes laborieuses et étaient perçus comme moins nobles, à l'inverse les aliments qui se trouvaient en hauteur comme les fruits des arbres ou certaines volailles, pigeons, faisans étaient plus souvent réservés à la noblesse et aux classes aisées. Je referme la parenthèse, merci de prendre le temps d'écouter Dans la poire, c'est Charles Brumeau, diététicien. Abonnez-vous et mettez un commentaire pour que ce podcast reste gratuit et accessible à toutes et tous. Si vous souhaitez me soutenir davantage, abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir chaque vendredi à 7h01 un conseil pratique, une recette facile à faire et un audio qui vous donne des solutions pour mieux manger. Il suffit de cliquer sur le premier lien en description de cet épisode. Je referme cette parenthèse. Penser ou dire du mal des aliments, est-ce que ça aide à perdre du poids, à mieux manger, à prendre soin de soi ou à apaiser son rapport à l'alimentation? Il y a très peu de temps, j'en avais fait un SAV, service après-vente de l'alimentation en vidéo. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo en description si vous voulez sourire un peu. Mais là, j'aimerais creuser parce que ça concerne quasi toute ma patientèle. Donc, je me suis dit qu'un épisode entier ne serait pas de trop. J'essaie de faire le plus court possible, 3 parties. Pourquoi on dit ou on pense du mal des aliments? Ensuite, quelles sont les conséquences? Et puis ensuite, les solutions, puisque Dans la poire est un podcast réflexif, voyageur, introspectif, mais ce n'est pas incompatible avec la mise en place de solutions concrètes. Alors pourquoi on dit ou on pense du mal de certains aliments? Alors on l'a vu, ça ne date pas d'hier, c'est quelque chose d'assez historique, sauf qu'aujourd'hui, après les magazines et les journaux TV avec leurs sujets bien anxiogènes, on a les réseaux sociaux et leurs algorithmes qui poussent les contenus qu'on regarde et avec lesquels on interagit souvent. Mais même avant ça, j'ai envie de vous dire, c'est surtout l'enfance, l'adolescence qui commence à forger l'ensemble des interactions qu'on aura avec la nourriture. Dans ces expériences plus ou moins agréables, j'inclus bien sûr les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, les oncles, tantes, cousins, cousines, les amis, la cantine aussi, les déjeuners, les anniversaires entre amis et les événements particuliers comme le week-end de Pâques ou les mariages. Bon là, concrètement, quand on a un parent qui est inquiet pour le poids de son enfant et qui sert des légumes à la jeune fille et des pommes de terre à ses frères, la jeune fille intègre comme info que les légumes, c'est mieux que les pommes de terre pour gérer son poids. Et au passage, c'est un peu sexiste puisque la jeune fille intègre que
Les légumes, c'est pour les filles et les aliments solides qui donnent de l'énergie parce que les garçons ont besoin de plus d'énergie, eh bien, c'est pour les mecs. Donc, c'est assez sexiste aussi au passage. Bref, à l'âge adulte, elle aura plus de chances ou de risques de se mettre en mode viande maigre, haricots verts lorsqu'elle cherchera à perdre du poids. Notez qu'il y a une part de bon sens derrière de vouloir prêter attention à ses apports caloriques globaux, mais le tout ou rien n'est pas une solution pérenne. Ça, vous le savez si vous écoutez régulièrement Dans la poire. Deuxième exemple, lorsqu'au collège, les gamins se disent entre eux « Oh bah ça va, il a bien mangé à la cantine celui-là ». Parce que un de leurs camarades est en surpoids, le camarade en surpoids, ce qu'il risque de faire, c'est de moins manger à la cantine, de sauter des repas, puis de se lâcher tout seul à la maison quand il n'y aura personne qui le verra manger avec impulsivité, puisqu'il aura super faim. Et ça, c'est quelque chose d'assez humain de manger avec beaucoup d'impulsivité quand on a très faim. Ensuite, à l'adolescence, quand vous entendez des copains ou des copines parler gestion du poids, enfin, c'est même pas la gestion du poids, là, c'est perdre du poids, tomber des kilos, fondre. Les solutions sont assez claires. On se cale avec des légumes, on prend des coupes-faim, on saute des repas. La semaine dernière, j'ai encore réentendu des lycéennes parler de l'ananas qui brûlait les graisses. Je me suis revu 20 ans en arrière, ou même 30, puisque non, l'ananas contient de la bromélaïne, une substance qui aiderait à la digestion des protéines, mais qui ne brûle pas des graisses. On ne peut brûler des graisses, on peut les utiliser à des fins énergétiques, mais on ne brûle pas des graisses. Donc j'observe que les mêmes mythes sont tenaces, laissent des traces selon les époques qui diabolisent le sucre, les graisses ou les aliments très transformés. Alors ce qu'on peut émettre comme hypothèse, c'est que le cerveau humain cherche à la fois des repères et des solutions. Des solutions à la gestion du poids ou à prendre soin de soi dans une logique de santé, de longévité, et peut-être des repères aussi, parce que mine de rien, la dichotomie, ça rassure. La dichotomie, c'est cette manière de penser qui est une forme de distorsion cognitive qui consiste à percevoir, à évaluer des situations, des concepts, des personnes, et là, en l'occurrence, des aliments, de manière binaire, sans nuance ou échelle intermédiaire. En mode, tel aliment est mauvais, donc je l'enlève. Tel aliment est bon pour la santé ou le poids, je le rajoute à fond dans mon alimentation. Et ça, ce sont des choses qui marchent très bien sur les réseaux sociaux, des contenus qui marchent très bien puisqu'ils sont clivants et qui manquent de nuances et donc feront réagir les gens en commentaire, donc ils seront plus vus que les autres malheureusement. Donc dans un premier temps, si on pense ou on dit du mal des aliments et que ces pensées intrusives nous arrivent dans la tête et dans le cœur malgré nous, ce qu'on peut se dire, c'est que notre cerveau cherche des solutions et des repères. On peut peut-être le remercier au passage. Il essaye, il tente des trucs pour résoudre notre problème. Maintenant, à défaut de pouvoir effacer ses pensées et ses croyances qui sont parfois forgées depuis des années, voire des dizaines d'années et des générations dans une famille, est-ce que ces pensées sont utiles pour nous ? J'en viens à mon étape numéro 2. Qu'est-ce qui se passe quand on mange en pensant ou disant du mal des aliments ? Je vous donne 3 exemples dont les prénoms ont bien sûr été changés. Léa, qui a toujours aimé le pain, influencée par divers régimes populaires et articles en ligne, commence à le voir comme un ennemi de sa silhouette, convaincue que le pain est la cause de ses difficultés à perdre du poids. Elle l'élimine complètement de son alimentation. Cependant, cette restriction conduit à une augmentation de ses envies et à un sentiment de privation. Ses repas deviennent moins satisfaisants et elle se retrouve souvent à compenser avec des aliments moins nutritifs ou à surconsommer d'autres glucides en quête de satiété. Marc, après avoir lu plusieurs articles sur les inconvénients potentiels des produits laitiers pour la santé, décide de les exclure de son alimentation, malgré l'absence de réelle intolérance au lactose chez lui. Cette décision le conduit à expérimenter une variété de substituts végétaux, souvent moins riches en protéines et en calcium. Il remarque une certaine confusion et une difficulté à équilibrer ses repas, en particulier pour trouver des sources de calcium et de vitamine D suffisantes, ce qui l'amène à s'interroger sur la complétude de son régime alimentaire. Je précise au passage qu'il y a des sources aussi de calcium végétal, bien entendu, j'en parle assez souvent. Sophie a longtemps adhéré à l'idée que toutes les graisses étaient mauvaises pour la santé. Elle opte pour des produits allégés et évite tout aliment contenant des graisses visibles, comme les avocats ou les oléagineux. Avec le temps, elle développe des fringales constantes et une énergie fluctuante, ne réalisant pas que son corps manque de sources essentielles. Intéressant. Ne réalisant pas que son corps manque de sources essentielles
de graisse nécessaires à l'énergie durable et à l'absorption des vitamines liposolubles, les vitamines A, D, E, K, celles qui ont besoin d'une matière grasse pour bien être intégrées dans notre corps. Je pense au bêta-carotène des carottes qu'on mange sans sauce et qui nous traversent littéralement. Donc, en gros, si vous mangez des carottes râpées, n'oubliez pas la sauce. Et cette approche l'a également privée de certains plaisirs culinaires qui renforcent une relation punitive avec la nourriture. Donc ça, c'était pour faire la lumière sur les conséquences de continuer à ce que les pensées jugeantes et critiques sur les aliments prennent toute leur place. J'avais d'ailleurs une patiente qui me disait « j'ai mangé de la crotte ». Disons que lorsqu'on mange un moelleux au chocolat, on peut peut-être trouver une analogie un peu plus heureuse à ce contexte. J'en viens à mon étape 3, l'évaluation de ces pensées. Vraiment, j'insiste, je vois en patientèle et sur les réseaux sociaux aussi des personnes qui ont trop de pensées vis-à-vis de l'alimentation ou qui sont paumées et qui aimeraient les faire taire, avoir une forme de silence, de repos dans le cerveau. Je les comprends, mais malheureusement, le cerveau ne marche pas comme ça. Il identifie qu'en vous, le poids, le corps est un problème, au minimum un sujet, et donc il s'empresse de vous trouver des solutions rapides pour diminuer l'intensité du problème. Donc l'évaluation des pensées. Vraiment, ce qu'on va faire, c'est un benchmark de ces pensées. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est que vous preniez un crayon et un papier à l'ancienne, ou alors vous le dressez sur l'ordinateur. À gauche, les pensées vis-à-vis de la nourriture, à droite, 2 colonnes, et vous marquez utile ou pas utile. Et si on veut affiner, on peut même mettre un petit curseur de 1 à 10, histoire d'être honnête et peut-être précis. Alors à quoi ça sert de faire ça ? Bien, déjà, d'écrire ses pensées, c'est quelque chose qui fait du bien. Voilà, on les écrit sur une feuille, tout ce qui nous vient par la tête sans se censurer. Ensuite, les écrire sur un support, eh bien, on peut les voir, ces pensées, on peut les toucher, on peut faire ce qu'on veut d'ailleurs de cette feuille de papier. C'est quelque chose de tangible, de matériel, et ce processus aide à les dissocier de nous parce que bien souvent, nous pensons que nous ne faisons qu'un avec nos pensées. Et donc, nous les prenons comme des vérités toutes faites. Ça s'appelle la fusion cognitive. Et donc, les écrire, c'est déjà une première étape pour se défusionner d'avec elles, les mettre à distance, c'est-à-dire qu'elles existent, elles sont là, mais nous, ce qu'on cherche, c'est d'interagir différemment avec elles. Allez, je prends un exemple concret. Tiens, si je remets des féculents, je vais grossir. Déjà, je vous invite à regarder et lire l'édition précédente de ma newsletter Charlie's Kitchen. J'y avais consacré un audio entier et sourcé sur cette question. Et puis en plus, cette fois, il était accessible gratuitement. Donc je vous en prie, faites-vous plaisir. Et je vous mettrai bien sûr le lien en description de cet épisode. Bref, je reprends, noter ces pensées. Donc concrètement, je note cette pensée. Ça peut être les pensées afférentes. Tiens, quand je remange des pâtes, je grossis. Tiens, pourquoi quand j'enlève le pain, je maigris? Allez, quand je zappe les féculents, au moins ça bouge, au moins je perds du poids, ça me rassure, je vois que ça bouge. Ensuite, vous pouvez affiner le tableau éventuellement dans la colonne utile. Alors, je précise utile, ça veut dire est-ce que c'est utile au regard de mon équilibre personnel, de mon bien-être, de ce qui compte le plus pour moi. Tiens, cette pensée, si je remets des féculents, je vais grossir. Est-ce que c'est utile pour moi de 1 à 10 ? Si c'est utile à plus de 5 sur 10, tiens, en quoi c'est utile ? Allez, hop, on rajoute une autre colonne, on va faire 4 colonnes. Vous pouvez ajouter une autre colonne de nuances. Allez, je continue le jeu de rôle. Je note dans cette colonne, tiens, c'est utile pour moi, mine de rien, quand même, de me montrer vigilante par rapport à mes apports caloriques totaux de mes journées. C'est vrai que si je mange des pâtes sans légumes et ou sans aliments contenant des protéines et des fibres, peut-être qu'au bout d'un moment, ça ne va pas le faire, cette affaire, notamment pour ma santé. Et en même temps, si j'arrête ou que je diminue drastiquement les féculents, tiens, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas réussi à le tenir dans le temps la dernière fois, j'ai à nouveau eu des fringales. Je referme le jeu de rôle. Et donc là, avec ce tableau, ce qu'on est en train de remettre, c'est de la nuance. Ce tableau, d'ailleurs, je vais essayer de le mettre dans ma prochaine newsletter vendredi prochain. J'espère que j'aurai le temps de le faire. Ce sera peut-être plus simple pour vous d'avoir quelque chose à télécharger directement fait plutôt que d'écouter ce podcast et se dire « ouais, je le ferai peut-être un jour avec un papier et un crayon » et puis pas le faire du tout. Donc on remet de la nuance. C'est plus bien ou mal. C'est, tiens, ce truc-là, c'est plus ou moins utile, plus ou moins adapté en fonction du contexte. Et là, tout d'un coup, ça devient plus tout noir, tout blanc. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Cette pensée,
si je remets des féculents, c'est sûr que je vais grossir. Eh bien, déjà, on peut en douter. Et on vient de voir qu'il y avait une part peut-être de bon sens de veiller à son apport calorique total, tout comme d'autres types d'aliments, les lipides, les protéines, voilà. Déjà, c'est pas tel ou tel aliment qui fait grossir ou qui ferait grossir, c'est l'ensemble de mes repas sur plusieurs dizaines de jours. Et ça, c'est si je m'en tiens à une logique uniquement calorique, comptable des aliments. Vous savez que je défends une autre vision qui est un peu plus inclusive, un peu plus globale, plus holistique, plus respectueuse de tous les besoins de l'être humain. Même si l'apport calorique compte, il y a d'autres paramètres à englober en tant qu'humain. Et donc le doute, c'est le début de la création d'une autre relation avec vos pensées. C'est précisément lorsqu'on doute qu'on a le droit de se dire « Tiens, peut-être ben que oui, peut-être ben que non ». Et là, on peut imaginer que la suite soit un peu différente de ce qu'on a déjà connu pendant des années et des années. Tiens, à quoi ça ressemblerait ma journée de demain si je ne disais pas ou si je ne pensais pas de mal de mon alimentation? Comment je me réveillerais? Est-ce que j'aurais faim? Pas du tout faim? Qu'est-ce que je nourrirais comme pensée vis-à-vis de mon petit déjeuner, de mon repas de midi, de ma collation? Qu'est-ce que je ferais de différent dans la journée si je ne disais pas ou si je ne pensais pas de mal de mon alimentation? À quel moment je me rendrais compte que c'est plus fluide, mon rapport à la bouffe? Qu'est-ce que ça changerait dans la composition de mes repas? Comment je m'y prendrais pour concevoir des repas ou des collations qui prennent soin de mes papilles comme de ma santé? À la fin de ma journée, tiens, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de toute cette énergie, cette charge mentale nouvellement libérée, qui fait que j'ai plus de temps à consacrer à des choses qui me mettent véritablement en joie? Voilà, pour celles et ceux qui l'ont reconnu, c'est un remake de la Question miracle de Steve de Chaser, dans lequel on fait comme si on imagine que le problème n'existe plus et qu'on trouve des solutions au cours desquelles le problème n'est pas présent et on renforce ces situations et si ça marche, on les multiplie le plus possible dans notre quotidien. Voilà, cet épisode se termine. Je vous rappelle qu'on a vu au moins 4 choses, que les pensées vis-à-vis des aliments ne datent pas d'hier et que c'est un processus constant dans toutes les époques, que certaines pensées vis-à-vis des aliments ne sont pas aidantes et ont des conséquences concrètes sur notre façon de nous nourrir, qu'on peut noter ces pensées, les comparer au regard de l'utilité qu'elles remplissent ou non dans notre vie, et qu'on est libre d'imaginer des pensées plus nourrissantes et plus utiles pour nous. Je rappelle que l'idée n'est pas d'effacer les pensées qui nous gênent, mais bien de porter notre attention sur des pensées qu'on aimerait davantage nourrir, des pensées au moins aussi pertinentes que celles qui débarquent dans notre cerveau sans y être toutefois invitées. Et avec le temps, s'entraîner à nourrir des pensées plus aidantes pour nous, c'est quelque chose qui peut mieux marcher. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et à ma newsletter Charlie's Kitchen pour recevoir du contenu de qualité, pour mieux manger au quotidien. Et un petit merci spécial à toutes celles et ceux qui me soutiennent chaque mois via l'abonnement de Charlie's Kitchen. Ça me permet vraiment de me concentrer sur mon cœur de métier. Donc merci du fond du cœur de jouer le jeu et de soutenir votre créateur de contenu favori. Peut-être pas, mais en tout cas un créateur de contenu qui compte pour vous. Allez, je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire. Alors, on était un peu ému là. Qu'est-ce qui se passe, mon petit chachou?